Alors il est maintenant important de préciser sur quelle matière je m'appuie, à quelle source je nourris mes analyses. Cette source, c'est essentiellement l'ensemble des discours officiels tenus par le président Xi Jinping entre le 15 décembre 2012 et le 13 janvier 2020, ordonnés en un panorama exhaustif dans les 3 tomes de la gouvernance de la Chine, en chinois Tanzhe Guolijian, documents faciles à trouver puisqu'ils sont publiés aux éditions langue étrangère de Pékin et constituent un matériel d'environ 550 à 650 pages par volume, le 3e tome étant paru le 30 juin 2020 en chinois. Voilà, c'est du matériel de première main et non pas simplement des interviews comme se contente de les recenser, de les collectionner Alice Ekman dans Rouge Vif. 224 pages d'interviews, c'est quand même donner beaucoup de place à la rumeur, au ragot. Pour aboutir à la conclusion, je résume Alice Ekman que la doctrine chinoise nourrit une volonté de vengeance, je cite, et un ressentiment qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer. On verra que l'analyse des théories des accords gagnant-gagnant et de la communauté de destin pour l'humanité, tels qu'on les trouve dans les textes même de Xi Jinping, nous conduisent à un diagnostic et une conclusion exactement contraires. Nous n'y trouvons pas le moindre accent de ressentiment ou de volonté de vengeance, mais nous y lisons au contraire, comme la suite le montrera, une volonté de puissance au sens spinoziste du terme, une volonté de contribuer pacifiquement au bien-être des peuples. Ça va même jusque-là, en tout cas dans le texte. Vous verrez qu'on pourra même en tirer une définition du socialisme à la chinoise, en tout cas, comme une volonté de dépasser toute idéologie de la rivalité et de la compétition, nonobstant le contexte géopolitique qui est rivalitaire, nonobstant aussi le souvenir du siècle d'humiliation qu'a subi la Chine, comme nous l'avons déjà souligné. Donc la doctrine chinoise n'est pas une doctrine naïve, mais elle n'est pas non plus une doctrine qu'on pourrait simplement qualifier de doctrine de la vengeance ou du ressentiment en se fondant simplement sur des discussions de couloir entre experts occidentaux. Alors on ne se fiera pas non plus simplement aux commentaires de quelques spécialistes chinois, je pense aux commentaires de Jiang Shegong par exemple, qui est très intéressant, mais qui risque de nous faire prendre la doctrine Xi pour plus autoritaire qu'elle n'est. Cela dit, ces commentaires chinois sont intéressants, y compris les plus autoritaristes, car il y en a effectivement, et il faut aussi les lire, mais nous ne voulons pas que ces textes se substituent à l'analyse même de la doctrine du socialisme à la chinoise, telle qu'on la trouve dans les discours officiels de Xi Jinping. Pour tous ces auteurs chinois, ces commentaires de seconde main, mais côté chinois, je vous ai déjà renvoyé, j'y reviens encore à Reading the China Dream, le blog tenu par Fogel, Onbai et Chick. Alors, revenons aux 3 tomes de la gouvernance de la Chine, en plus desquels il existe d'autres publications de recueils de discours officiels par thème, aux mêmes éditions, comme par exemple un court volume de 112 pages, traduit en français, compilant des discours sur le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise, et des publications de discours plus longs, qu'on ne trouve qu'en chinois, comme par exemple ce volume de 543 pages pour c'est-à-dire discuter la construction, le renforcement et la promotion de la communauté de destin pour l'humanité. Texte publié aux presses de littérature du comité central du parti en 2018. Nous pensons que la version des 3 tomes de la gouvernance de la Chine présente une sélection conséquente, à notre avis suffisante, de textes pertinents, qui peut permettre aux lecteurs chinois ou étrangers de saisir la structure de la doctrine Xi et même suffisamment d'indications bibliographiques pour en dessiner les racines théoriques possibles. Ces indications bibliographiques en fin de discours, constamment consignées par les éditeurs des discours officiels de Xi Jinping, m'ont été d'un secours extrêmement précieux pour l'analyse, pour la recherche des racines philosophiques de la doctrine Xi. La note pour la 2e édition du tome 1, publiée après le tome 2 en 2018, définit l'objectif éditorial de toutes ces publications. Il s'agit, je cite, d'aider les lecteurs chinois et étrangers à connaître et à comprendre le riche contenu de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Fin de citation. Bon, l'intention apologétique et pratique est
transparente. On est d'accord, la pensée de Xi Jinping, la doctrine Xi, est présentée comme, je cite, « fournissant un guide d'action pour remporter la victoire décisive de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance, d'un pays socialiste moderne, et réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. » Un petit peu plus loin, il est précisé qu'il s'agit de promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité ainsi que favoriser la cause de la paix et du développement de l'humanité. Fin de citation. On a un appareil de notes joignant une bibliographie complète, encore une fois, à l'immense majorité des discours qui permet d'entrevoir une trame d'influence théorique que nous rapporterons aux nombreux problèmes soulevés dans ou par les discours de Xi Jinping. Mais on s'est aussi intéressé à la constitution chinoise, la constitution modifiée de 1982, que nous mobiliserons de ce fait, puisque la doctrine Xi a été constitutionnalisée par le 19e Congrès. Donc comprenez bien qu'entre la méthode des interviews et des commentaires, qu'ils soient chinois ou occidentaux, et la méthode que je me suis donnée, il y a tout de même une différence fondamentale, puisque les discours de Xi Jinping sur lesquels je m'appuie ont constitutionnellement valeur ou rang de discours constitutionnel. Si on veut faire de la philosophie ou même de la politologie, de la géopolitique un petit peu sérieuse, on ne peut pas mettre tous ces discours au même niveau. Alors, il faut lire tous les discours, il faut s'intéresser à tout, mais on ne peut pas tout mettre au même niveau. Les membres du comité central du parti, eux-mêmes, auteurs d'innombrables articles, n'ont été convoqués qu'à la marge, afin d'éviter les répétitions, et seulement quand ils suggéraient une piste nouvelle, originale, un affinement de la problématique, jamais comme pouvant constituer une interprétation définitive de la doctrine Xi, en tout cas. On aurait bien mobilisé volontiers les textes de Wang Huning, mais ces textes de jeunesse sont difficiles à trouver, quasi introuvables depuis que Wang Huning est devenu, comme vous le savez, le numéro 5 et probablement la plume qui co-rédige avec Xi Jinping l'ensemble de ses discours. Outre les difficultés actuelles à nous procurer les ouvrages de ce numéro 5, de cet idéologue du PCC, Wang Huning, qui sont aujourd'hui classés confidentiels et inaccessibles malgré tous nos efforts pour y accéder, j'ai aussi renoncé à mobiliser l'immense littérature des textes politiques que Xi Jinping a écrit avant son élection au poste de premier secrétaire du parti et de président de la République populaire chinoise. Ça faisait beaucoup trop de textes qui, eux, pour le coup, n'ont d'ailleurs pas encore rang ou valeur de discours constitutionnel. Donc je le redis pour être précis, les discours de Xi Jinping qui ont valeur ou rang de texte constitutionnel sont seulement ceux qui sont promulgués après le 15 décembre 2012. Voilà, donc on ne confondra pas ce matériel essentiel avec le miroir, avec les reflets de cette doctrine dans le discours des politologues du monde entier, avec son reflet aussi dans le miroir des discours des hommes politiques de la classe politique chinoise. Ce matériel d'analyse du paysage de la vie politique chinoise contemporaine et actuelle, que constituent les textes de tous les responsables intellectuels chinois qui sont en fonction ou retirés, promus ou exilés, censurés ou relayés, contribuent au débat politique sur la doctrine Xi. Et nous les avons consultés, je les ai consultés bien sûr, mais j'ai dû, au risque sinon de rendre l'ensemble indigeste aux lecteurs non sinophones, j'ai dû me contenter de les convoquer ou de les discuter en notes de bas de page. Voilà pour la définition précise de tous les matériaux que nous utilisons, que j'utilise, et pour leur hiérarchisation, parce que on ne peut pas, au risque sinon de tomber dans les discussions de café, on ne peut pas mettre tout ce qui se dit sur la Chine au même niveau. Il ne suffit pas d'avoir entendu parler de la Chine, il ne suffit pas d'avoir des compétences en géopolitique, il ne suffit pas de parler chinois, il faut aussi avoir une méthode scientifiquement acceptable.